Leçon 1. La conspiration du nettoyage. Juste après que tu l'aies nettoyé, elle demande à mon père, à la sœur de mon frère et à moi, de l'aider à faire le ménage. Cette séquence semble familière dans de nombreux foyers. Prévoit-elle des travaux visant à impliquer délibérément toute la famille? Parfois, la coordination vise à terminer les tâches plus rapidement et à renforcer le travail des équipes. Est-ce que tout le monde se sentira utile si les rôles sont clairement définis? Des rôles clairs réduisent la confusion et augmentent l'efficacité. Pensez-vous que certains membres de votre famille peuvent se sentir exploités? L'exploitation perçue peut provoquer du ressentiment et des interactions tendues. Les tâches ménagères doivent-elles être attribuées avec consentement et explication? L'accord volontaire favorise la coopération et préserve la dignité. Un plan et un calendrier court permettront-ils d'éviter les demandes de dernière minute? Un plan simple clarifie les attentes et respecte le temps personnel. Les antécédents familiaux peuvent-ils influencer la répartition des tâches? Les modèles du passé façonnent les rôles et les attentes au sein de la dynamique familiale. L'insistance sur la division traditionnelle des tâches selon le sexe est-elle controversée? Les divisions entre les sexes suscitent un débat sur équité et évolution des normes. La négociation doit-elle remplacer l'hypothèse lors de l'attribution des tâches? La négociation favorise équité, et donne l'exemple d'une communication respectueuse. Les incitations ou les récompenses partagées motiveront-elles la participation? Les récompenses partagées, comme un repas commun, encouragent la collaboration. Pensez-vous que les éloges du public augmentent la volonté d'aider? Une reconnaissance sincère renforce le comportement positif et le moral. Des débats politisés sur le travail domestique non rémunéré pourraient-ils apparaître? Les discussions sur le travail invisible deviennent souvent houleuses et nécessaires. Les médias et les créateurs doivent-ils mettre l'accent sur la valeur du travail domestique? La visibilité valide les contributions et soutient les appels en faveur d'un traitement équitable. L'enseignement des tâches ménagères aux enfants bénéficiera-t-il à leur autonomie future? Une participation précoce permet de développer les compétences et de prendre des responsabilités à vie. Les tâches doivent-elles correspondre à l'âge et aux capacités physiques dans la mesure du possible? Les tâches adaptées à l'âge garantissent la sécurité et la réussite des jeunes aidants. La rotation des tâches permettra-t-elle d'éviter l'épuisement professionnel et l'ennui? La rotation répartit les responsabilités et favorise un large développement des compétences. Croyez-vous que les tableaux de corvée écrits réduisent les conflits? Les graphiques créent de la transparence et réduisent l'ambiguïté quant aux attentes. Les conséquences et les récompenses doivent-elles être clairement énoncées et équitables? Des systèmes équitables permettent de maintenir la confiance et la responsabilité des participants. Les normes culturelles peuvent-elles compliquer l'adoption de nouvelles pratiques de corvée? Les attentes culturelles influencent l'acceptation et nécessitent une gestion du changement sensible. Les réunions familiales ouvertes aideront-elles à renégocier les rôles des ménages? Les réunions de famille constituent un forum structuré pour faire part de leurs préoccupations et trouver des solutions. Le travail émotionnel doit-il également être reconnu et distribué? Le travail émotionnel doit être reconnu au même titre que les corvées physiques pour une véritable équité. L'externalisation de certaines tâches sera-t-elle une solution raisonnable pour les familles occupées? L'aide rémunérée peut soulager la pression, mais elle doit être adaptée au budget et aux valeurs du ménage. Un débat pourrait-il surgir sur les privilèges et l'accès à de l'aide recrutée?
Les discussions sur les privilèges sont essentielles pour comprendre les choix et les contraintes systémiques. Les créateurs doivent-ils présenter des stratégies relatives aux tâches ménagères avec des nuances culturelles? Une présentation nuancée évite les stéréotypes et respecte la diversité des modèles familiaux. L'utilisation d'un langage poli pour les demandes et les refus aidera-t-elle les apprenants? Les scripts polis enseignent un vocabulaire pratique et préservent les relations. Envisagez-vous de jouer un rôle dans des négociations de corvée pour des vidéos éducatives? Les jeux de rôle montrent l'utilisation de la langue et la résolution des conflits dans leur contexte. Le contenu doit-il inclure de courtes phrases pour déléguer clairement les tâches? Des phrases concises favorisent la compréhension et favorisent la mise en pratique. Allez-vous aborder la question de la sécurité lorsque vous demandez à des enfants de vous aider à faire le ménage? Les directives de sécurité préviennent les accidents et fixent des limites responsables. La gratitude doit-elle être modélisée explicitement une fois les tâches terminées? Exprimer des remerciements renforce la coopération et la récompense émotionnelle. Allez-vous montrer des exemples d'horaires de corvée équitables pour différents ménages? Divers exemples aident les spectateurs à adapter leurs idées à leur propre situation familiale. Des opinions controversées sur les tâches obligatoires pour les adolescents pourraient-elles apparaître? Les opinions varient et une discussion raisonnée aide les familles à choisir les approches appropriées. Le contenu doit-il encourager la négociation plutôt que les ordres unilatéraux? La négociation respecte l'autonomie et renforce le respect mutuel au fil du temps. Allez-vous inclure des conseils pour trouver un équilibre entre les tâches ménagères et les exigences du travail et des études? Les stratégies de gestion du temps permettent d'alléger la pression, aider, éviter les surcharges. Les accords familiaux devraient-ils être revus périodiquement en fonction de l'évolution des circonstances? Un examen régulier permet de garantir l'équité des arrangements et de les adapter aux nouveaux besoins. Proposerez-vous des modèles téléchargeables pour les tableaux des tâches et les ordres du jour des réunions? Les modèles offrent des points de départ pratiques et réduisent les difficultés liées à la mise en œuvre. Les tendances des réseaux sociaux pourraient-elles déformer le travail familial en le qualifiant de glamour? Les représentations à la mode peuvent minimiser les efforts réels et masquer les problèmes systémiques. Les créateurs doivent-ils faire preuve de transparence quant aux scènes mises en scène dans les contenus de style de vie? La transparence permet de maintenir la confiance et de modéliser la création de contenu éthique. Inviterez-vous les spectateurs à partager leurs propres solutions de corvée avec respect? Les expériences partagées enrichissent la communauté et fournissent des points de vue variés. Les modérateurs doivent-ils imposer une discussion respectueuse dans les commentaires? Une modération respectueuse protège les participants et encourage les échanges constructifs. Allez-vous modéliser un anglais concis et formel pour enseigner les requêtes polies? Des phrases courtes et formelles favorisent la clarté et la facilité d'apprentissage pour les spectateurs. Envisagez-vous d'aborder les techniques de résolution des conflits pour les ménages? Les techniques de gestion des conflits, telles que écoute active et le compromis, améliorent les résultats. Les familles devraient-elles célébrer l'achèvement des corvées par des rituels significatifs? Les rituels créent des associations positives et renforcent les habitudes de coopération. Allez-vous souligner que les corvées enseignent la responsabilité plutôt que la punition? Considérer les tâches ménagères comme un renforcement des compétences, motive la participation et réduit le ressentiment. La littératie financière devrait-elle être liée aux attentes des enfants plus âgés en matière de corvée? Lier les tâches ménagères à l'apprentissage de l'argent peut enseigner la responsabilisation et établissement d'objectifs.
allez-vous mettre en garde contre l'utilisation des corvées comme levier émotionnel? L'utilisation des corvées de manière manipulatrice nuit à la confiance et au bien-être psychologique. Pensez-vous que le débat public sur le travail domestique va continuer à s'intensifier? Les débats évolueront à mesure que les normes sociales et les réalités économiques évolueront à l'échelle mondiale. Les décideurs politiques devraient-ils prendre en compte le travail domestique dans les mesures économiques? La prise en compte du travail domestique dans les politiques reflète sa véritable valeur sociale et économique. Votre leçon encouragera-t-elle les familles à concevoir ensemble des systèmes équitables et pratiques? L'objectif est d'inspirer une collaboration respectueuse et des pratiques domestiques durables. Je présenterai des stratégies pratiques et équilibrées, je donnerai l'exemple d'un langage poli aux apprenants, et je défendrai la dignité et l'équité dans le partage des tâches domestiques. Leçon 2. Les lois sur le mariage et les tendances migratoires. Était-il également plus facile de se marier au Nevada que dans d'autres États au fil du temps? Le Nevada s'est forgé une réputation pour ses procédures de mariage rapides et accessibles. Quels facteurs historiques ont rendu le Nevada attrayant pour les couples? Des règles de résidence clémentes et des délais d'attente minimaux ont attiré de nombreux partenaires. La simplicité a-t-elle influencé la culture du mariage à l'envol et à destination? Oui, cela a créé une industrie florissante autour de syndicats spontanés et planifiés. Y avait-il des raisons pratiques au-delà de la facilité juridique? La présence de greffiers, de chapelles et d'infrastructures touristiques a facilité les cérémonies. Les États voisins ont-ils réagi à la popularité du Nevada? Certains États ont révisé leurs lois, mais beaucoup ont maintenu des procédures plus longues pour des raisons politiques. Les normes sociales auraient-elles pu inciter les gens à se rendre aux cérémonies du Nevada? La flexibilité sociale et l'intimité ont souvent incité les couples à voyager pour se marier. Les incitations économiques ont-elles joué un rôle pour les entreprises locales? Les hôtels, les photographes et les vendeurs ont profité de l'augmentation du tourisme de mariage. Y a-t-il eu des controverses concernant le mariage sans supervision locale? Les critiques ont fait valoir que les mariages rapides risquaient de manquer de conseils et de prendre des décisions impulsives. Les garanties juridiques ont-elles évolué pour répondre à ces préoccupations? Les États ont mis en œuvre des mesures telles que des délais d'attente et des options de conseil au fil du temps. Comment évolution de la reconnaissance interétatique a-t-elle affecté les couples? La plupart des États reconnaissaient les mariages hors État, mais des questions juridiques se posaient parfois. Y a-t-il eu des différends concernant l'âge, le consentement ou la documentation? Oui, l'incohérence de la documentation et des lois sur l'âge a parfois entraîné des révisions juridiques complexes. Des affaires très médiatisées ont-elles motivé la réforme législative? Les incidents médiatisés ont souvent incité les législateurs à renforcer ou à clarifier les réglementations. Comment l'amélioration de la mobilité et des transports a-t-elle affecté le tourisme conjugal? La facilitation des voyages a élargi le bassin de couples disposés à déménager brièvement pour se marier. L'attrait culturel des cérémonies rapides a-t-il persisté malgré les réformes? L'attrait s'est déplacé vers les mariages à thème ou à destination, plutôt que vers la simple rapidité. Les taux de nuptialité ont-ils été influencés par les cycles économiques dans ces juridictions? Les périodes d'expansion et de récession économique étaient en corrélation avec les fluctuations de la demande et des dépenses liées au mariage. Les lois du Nevada ont-elles affecté les couples de même sexe avant leur reconnaissance nationale? Pour beaucoup, le Nevada a fourni un accès pragmatique, alors que d'autres États restreignaient le mariage.
Les batailles juridiques concernant l'égalité du mariage ont-elles interagi avec ces choix juridictionnels? Les litiges et les décisions fédérales changeantes ont changé où et comment les couples choisissaient de se marier. Existe-t-il des débats éthiques sur la promotion du tourisme de mariage à court terme? Les préoccupations éthiques incluent l'exploitation, l'impact local et le sérieux de l'engagement. La promotion des mariages rapides pourrait-elle être considérée comme une banalisation du mariage? Certains y voient une banalisation, tandis que d'autres y voient une augmentation de la liberté personnelle. Les institutions religieuses ont-elles réagi différemment à cette tendance? Les réponses ont varié. Certaines ont privilégié la sensibilisation, d'autres ont mis l'accent sur la préparation traditionnelle. Comment la culture de consommation a-t-elle façonné les attentes en matière de production de mariage? Le marché a créé diverses options, allant de cérémonies légales minimales à des événements de grande envergure. Les réponses réglementaires ont-elles trouvé un équilibre entre la liberté de choix et la protection des parties vulnérables? Les législateurs ont cherché un équilibre en vérifiant l'âge, en vérifiant le consentement et en appliquant des règles d'attente. Les dossiers numériques et la vérification en ligne modifieront-ils la logistique des futurs mariages? La technologie rationalise la documentation mais soulève des problèmes de confidentialité et de fraude. Les licences en ligne pourraient-elles créer de nouvelles controverses en matière de juridiction? Les processus virtuels peuvent susciter des débats sur les exigences de résidence et la validité légale. Existe-t-il des parallèles internationaux avec le modèle du Nevada? D'autres juridictions aux règles assouplies sont également devenues des plaques tournantes pour les mariages de destination. Ces lieux ont-ils été confrontés à des défis sociaux et juridiques similaires? Ils ont été confrontés à des problèmes comparables en matière de supervision, d'impact sur le tourisme, et de pression des réformes. Comment les créateurs de contenu doivent-ils gérer les aspects controversés du tourisme matrimonial? Présenter un contexte équilibré, incluez les points de vue d'experts, et éviter de glorifier les pratiques risquées. L'intérêt du public augmentera-t-il probablement avec des histoires de vrais couples et des nuances juridiques? Les récits personnels associés à la clarté juridique suscitent l'intérêt des spectateurs et éduquent les apprenants. Les leçons devraient-elles inclure un vocabulaire clé sur le droit et les procédures du mariage? Les termes juridiques, les phrases procédurales et le langage conditionnel enrichissent la compréhension des apprenants. Discuter de l'évolution historique du droit pourrait-il offrir un langage et une pratique de pensée critique? Les comparaisons historiques développent le vocabulaire et les compétences analytiques des apprenants avancés. Est-il important de discuter explicitement du consentement, de l'âge et de l'égalité? Une discussion explicite protège les publics vulnérables et favorise une compréhension responsable. La présentation de points de vue multiples sur la question encouragera-t-elle le débat et l'engagement? Un débat équilibré stimule l'engagement critique tout en modélisant un discours respectueux. Les créateurs devraient-ils fournir des ressources aux spectateurs pour les informer des exigences légales locales? Le fait de diriger les spectateurs vers des sources officielles prévient la désinformation et soutient les actions légales. Les controverses actuelles sur les mariages juridictionnels attireront-elles une plus grande audience? Les sujets controversés suscitent souvent l'intérêt, mais nécessitent un traitement attentif et éthique. La dramatisation de cas extrêmes pourrait-elle induire les apprenants en erreur quant à des expériences typiques? Le sensationnalisme risque de accent aigu est informé. Le cadrage factuel préserve la valeur pédagogique. La leçon devrait-elle inclure des dialogues pratiques pour appliquer le vocabulaire juridique? Les dialogues aident les apprenants à utiliser les termes dans leur contexte, ce qui améliore leur rétention et leur maîtrise.
L'inclusion d'un calendrier des modifications juridiques permet-elle de clarifier les développements complexes? Les chronologies simplifient la chronologie et indiquent les causes et les effets des changements de politique. La leçon devrait-elle conseiller de consulter un avocat pour les cas complexes? Encourager les conseils professionnels respecte la complexité et le risque juridique. Le traitement sensible des histoires personnelles maintiendra-t-il la confiance des spectateurs? La sensibilité préserve la dignité et invite le spectateur à réagir de manière constructive. Les modèles de migration et de mobilité pourraient-ils continuer à influencer les pratiques matrimoniales? La mobilité restera un facteur essentiel pour déterminer comment et où les gens choisissent de se marier. Pensez-vous qu'une vidéo équilibrée peut à la fois apporter des tendances et informer sur ce sujet? Grâce à un cadrage réfléchi, il peut susciter la conversation tout en enseignant la langue et le droit. Je préparerai une leçon nuancée et bien documentée qui explique les différences juridiques, modélise un dialogue respectueux, et fournit aux apprenants un vocabulaire précis et des questions critiques. Leçon 3. Décisions et aspects pratiques du pique-nique. Devons-nous apporter notre propre déjeuner ou y manger? Nous pouvons apporter nos propres sandwichs et faire un agréable pique-nique. Les plats faits maison seront-ils plus frais et plus économiques? Les sandwichs faits maison permettent souvent d'économiser de l'argent et répondent aux besoins alimentaires. Devons-nous prendre en compte la sécurité alimentaire des denrées périssables? Les denrées périssables doivent être réfrigérées et manipulées avec soin. Une petite glacière et des blocs de glace suffiront-ils pour l'après-midi? Les glacières et les blocs de glace maintiennent des températures sécuritaires pendant plusieurs heures. Devons-nous choisir des pains robustes, pour éviter qu'ils ne soient détrempés? Les pains robustes tels que la ciabatta et les grains entiers retiennent bien les garnitures. Les condiments placés dans des contenants séparés garderont-ils les sandwichs croustillants? Séparer les ingrédients humides jusqu'au moment de servir permet de préserver la texture et le goût. Devons-nous inclure des options à base de protéines et de légumes pour un meilleur équilibre? Les garnitures équilibrées apportent énergie et variété nutritionnelle pour une longue journée. Est-ce que le fait d'emballer les ustensiles et les serviettes facilitera les repas à l'extérieur? Les ustensiles, les serviettes et les lingettes humides améliorent la propreté et le confort. Devons-nous apporter des assiettes et des gobelets réutilisables pour réduire les déchets? Les articles réutilisables reflètent la durabilité et ont l'air bien rangés lors d'un pique-nique. Les sacs poubelles et les sacs de recyclage garderont-ils la zone propre? Le transport de déchets et de sacs de recyclage protège l'environnement et les règles locales. Devons-nous préparer des alternatives sans danger pour les allergies pour les clients? Fournir des étiquettes claires et des options anti-allergiques garantit la sécurité et l'inclusion. Un simple panneau de menu aidera-t-il les clients à faire leur choix en toute sécurité? Un petit panneau indiquant les ingrédients réduit la confusion et répond aux besoins alimentaires. Devons-nous prévoir les conditions météorologiques en apportant un abri léger? Un abri escamotable compact et une couverture de pique-nique protègent du soleil et des pluies légères. Un écran solaire et un chapeau seront-ils nécessaires les jours ensoleillés? La crème solaire et les chapeaux protègent la peau et favorisent le confort lors des sorties de midi. Devons-nous envisager des installations publiques pour le lavage des mains et les toilettes? La vérification des commodités à proximité favorise l'hygiène et la planification pour les groupes. Le désinfectant pour les mains portatif sera-t-il une solution de rechange utile? Le désinfectant pour les mains est pratique lorsque l'eau courante n'est pas disponible. Devons-nous planifier le pique-nique de manière à éviter les pics de chaleur et le surpeuplement?
En début d'après-midi ou en fin de matinée, les températures sont souvent plus fraîches, et les endroits sont plus calmes. Le transport des aliments nécessitera-t-il des contenants stables? Les contenants hermétiques et étanches empêchent les déversements et préservent la fraîcheur. Devons-nous inclure des desserts simples qui voyagent bien? Les produits de boulangerie tels que les muffins et les biscuits robustes survivent au transit et font plaisir aux clients. Les boissons auront-elles besoin d'une isolation pour rester au frais ou au chaud? Les bouteilles isothermes maintiennent la température des boissons pendant de longues périodes. Devons-nous collecter les règles locales concernant les pique-niques dans les espaces publics? Connaître les règlements du parc permet d'éviter les amendes et de respecter la gestion locale. Des permis seront-ils nécessaires pour les grands rassemblements ou les grillades? Les grands groupes et les flammes nues nécessitent souvent des permis ou une réservation d'espace. Devons-nous prévoir la disposition des sièges pour des raisons de confort et d'accessibilité? Des sièges accessibles et des sentiers dégagés répondent aux divers besoins des clients. Les divertissements tels que les cartes ou les haut-parleurs portables amélioreront-ils l'ambiance? Les jeux calmes et la musique douce peuvent renforcer les liens sociaux sans déranger les autres. Devons-nous gérer le volume et tenir compte des voisins et de la faune? Un faible volume témoigne du respect de l'environnement et réduit les perturbations causées par la faune. Est-ce qu'il serait prudent d'apporter une petite trousse de premiers soins? Les fournitures médicales de base permettent de traiter les coupures mineures, les piqûres d'insectes et d'autres problèmes courants. Devons-nous nous préparer aux insectes avec des répulsifs et des couvertures alimentaires? L'insectifuge et les housses en filet éloignent les parasites des personnes et des aliments. L'emballage d'un couteau pliant et d'une planche à découper facilitera-t-il la préparation des aliments sur place? Une petite planche à découper et un couteau de sécurité permettent un assemblage final et un service soigné. Devons-nous échelonner les aliments pour que les plats principaux restent frais? Le fait de conserver certains aliments juste avant de les manger permet de préserver la qualité et la présentation. Étiquetage des contenants avec des noms évitera-t-il les confusions? Des étiquettes claires aident les clients à identifier leurs choix et à réduire les déchets. Devons-nous proposer des options aux clients végétariens et végétaliens? Les menus inclusifs respectent les préférences et améliorent le plaisir de tous. Le contrôle des portions permettra-t-il de limiter les restes et de réduire le gaspillage? Des portions raisonnables évitent les excès et simplifient le nettoyage à la fin. Devons-nous encourager les clients à apporter des bouteilles d'eau réutilisables? Les bouteilles rechargeables réduisent les déchets plastiques et garantissent une hydratation tout au long de la journée. Est-ce que le fait de fournir des ustensiles simples pour servir favorisera l'hygiène? Les ustensiles de service empêchent la contamination croisée et préservent la propreté. Devons-nous prévoir une brève période de nettoyage à la fin du pique-nique? Un nettoyage collectif laisse le site en parfait état et constitue un exemple de bonne gestion. Le partage des responsabilités culinaires réduira-t-il le stress lié à la préparation? La division des tâches répartit les efforts et apporte des contributions variées au menu. Devons-nous photographier l'installation pour la planification et la promotion future? Les photographies peuvent aider à organiser des événements futurs et à fournir du contenu pour les chaînes. Les distributeurs de sauces pompables réduiront-ils les dégâts? Les distributeurs à pompe assurent un service ordonné et minimisent les déversements et les déchets. Devons-nous fournir des plateaux ou des planches pour les plats partagés? Les plateaux partagés à bord encouragent le service en commun et réduisent l'usure jetable.
Le fait de garder une couverture de rechange et des coussins supplémentaires augmentera-t-il le confort? Les articles de confort supplémentaires peuvent accueillir des invités inattendus et des préférences de sièges variées. Devons-nous éviter les aliments à forte odeur dans les espaces communs? Les fortes odeurs peuvent déranger les autres et attirer inutilement les insectes. Les sièges rotatifs offriront-ils à tout le monde une vue et une brise fraîche? La rotation permet de profiter équitablement de l'ombre, de la vue et de l'air. Devons-nous confirmer les restrictions alimentaires lorsque nous invitons des personnes? La confirmation des restrictions permet d'éviter les situations délicates et de protéger la santé. L'inclusion de messages de conversation favorisera-t-elle la pratique de l'anglais? Les instructions aident les apprenants à s'engager, à pratiquer de nouveaux mots et à maintenir un discours amical. Devons-nous préparer une courte liste de phrases de politesse pour la distribution des plats? Les phrases polies créent une interaction fluide et donnent l'exemple d'une utilisation courtoise du langage. Le fait de faire en sorte que les phrases soient courtes et formelles dans les démonstrations aidera-t-il les apprenants? Les phrases courtes et formelles sont plus faciles à suivre et à répéter pour les apprenants. Devons-nous enregistrer de brefs clips d'instructions pour l'emballage et l'installation? Les clips pédagogiques peuvent attirer des spectateurs et fournir des listes de contrôle utiles au public. Une controverse surgira-t-elle si les espaces publics sont laissés en désordre par les visiteurs? Le désordre suscite l'inquiétude de la communauté et nuit à la réputation. Il est donc essentiel de faire preuve de prudence. Les créateurs doivent-ils adopter les meilleures pratiques pour éviter les controverses et encourager les abonnés? Modéliser la responsabilité renforce la crédibilité et encourage les comportements positifs. Est-ce que le fait d'apporter nos propres sandwichs et de planifier avec soin créera une sortie mémorable? Une préparation minutieuse garantit confort, sécurité et plaisir à tous les participants. Je vais préparer la glacière, assembler des sandwichs équilibrés et organiser les fournitures pour un pique-nique attentionné et agréable. Leçon 4. Respect mutuel et processus collaboratif. Bien sûr, convenons d'abord de nous traiter les uns les autres avec respect, tout au long du processus. Le respect créera un environnement productif et propice à la confiance. Comment définirons-nous un comportement respectueux dans le cadre de notre collaboration? Nous écouterons attentivement et éviterons de nous interrompre mutuellement. Devons-nous adopter des règles claires en matière de prise de tour de rôle et de feedback? Des règles claires éviteront toute confusion et garantiront l'équité. Utiliserons-nous un langage formel pour préserver la clarté et le professionnalisme? Le langage formel modélisera l'utilisation correcte pour les apprenants et réduira l'ambiguïté. Devons-nous fixer des limites à la critique et à la louange? Les limites garderont la critique constructive et la louange sincère. Allons-nous nous engager à apporter des réponses rapides et à participer de manière fiable? La fiabilité favorise l'élan et témoigne d'une considération mutuelle. Devons-nous documenter les décisions pour éviter tout malentendu par la suite? La documentation crée un dossier partagé et facilite la responsabilisation. Reconnaîtrons-nous ouvertement nos erreurs et en tirerons-nous des leçons? Reconnaître ses erreurs favorise la croissance et donne l'exemple de l'humilité. Devons-nous planifier des contrôles réguliers pour évaluer les progrès? Des contrôles réguliers permettront de maintenir le processus sur la bonne voie et de résoudre les problèmes le plus tôt possible. Accepterons-nous d'utiliser un langage inclusif pour accueillir des voix diverses? Un langage inclusif rend l'espace plus sûr et plus accessible. Devons-nous inviter des points de vue différents,
et en débattre avec respect. Un débat respectueux permet d'affiner les idées et de renforcer les résultats. La confidentialité sera-t-elle nécessaire pour les sujets sensibles? La confidentialité protège la confiance et encourage la franchise lorsque cela est nécessaire. Devons-nous définir des attentes en matière de préparation et de ponctualité des réunions? La préparation et la ponctualité respectent le temps et les efforts de chacun. Définirons-nous les procédures de prise de décision à l'avance? Des procédures prédéfinies réduisent les problèmes de pouvoir et accélèrent la résolution. Devons-nous alterner les rôles pour partager les responsabilités et les points de vue? La rotation des rôles renforce l'empathie et élargit le développement des compétences. Accepterons-nous de séparer la critique personnelle de la critique professionnelle? Séparer les deux permet d'éviter de se mettre sur la défensive et de se concentrer sur les résultats. Devons-nous mettre en place un processus neutre pour la résolution des conflits? Un processus neutre préserve les relations et rétablit la coopération. Allons-nous nous engager à utiliser des arguments fondés sur des preuves plutôt que de la rhétorique? Les preuves alimentent la discussion et réduisent les spéculations improductives. Devons-nous accueillir la contribution d'experts externes en cas de besoin? L'apport d'experts peut résoudre des questions techniques et apporter de la crédibilité. Allons-nous suivre les mesures à prendre et attribuer clairement les responsabilités? La propriété garantit le suivi et mesure la responsabilisation. Devons-nous célébrer ensemble les jalons et les petites réalisations? Les célébrations soutiennent le moral et reconnaissent l'effort collectif. Garantirons-nous l'accessibilité pour les participants ayant des besoins différents? L'accessibilité garantit une participation égale et reflète un véritable respect. Devons-nous fournir des ordres du jour clairs et des résumés concis pour chaque session? Les agendas et les résumés favorisent l'efficacité et favorisent la rétention de la mémoire. Fixerons-nous des normes en matière de communication électronique et de temps de réponse? Les normes réduisent les malentendus et créent des interactions prévisibles. Devons-nous définir un comportement acceptable pour les commentaires et les forums en ligne? Les règles de conduite garantissent la sécurité et la constructivité des espaces publics pour les apprenants. Proposerons-nous des alternatives constructives en cas de désaccord avec des propositions? Les alternatives encouragent la résolution de problèmes plutôt que la simple critique. Devons-nous documenter les leçons apprises et les meilleures pratiques en cours de route? La documentation des leçons crée de la valeur pour les équipes et les projets futurs. Veillerons-nous à ce que les critères d'évaluation soient transparents et équitables? La transparence de l'évaluation renforce la confiance et clarifie les attentes. Devons-nous encourager le mentorat et le soutien par les pairs au sein du groupe? Le mentorat accélère le transfert de compétences et renforce la communauté. Allons-nous remédier au déséquilibre de pouvoir de manière proactive et sensible? La reconnaissance des déséquilibres permet de prendre des mesures ciblées pour garantir l'équité. Devons-nous inviter des commentaires anonymes pour faire part de nos préoccupations en toute sécurité? Les chaînes anonymes révèlent souvent des problèmes qui ne sont pas détectés par le feedback direct. Offrirons-nous une formation sur la communication respectueuse, le cas échéant? La formation fournit aux participants des outils pratiques pour une meilleure interaction. Devons-nous prévoir un examen externe périodique pour maintenir les normes? L'évaluation externe offre des points de vue impartiaux et peut être un gage de crédibilité.
Allons-nous faire de la place pour nous reposer et éviter des charges de travail irréalistes? Des charges de travail raisonnables protègent le bien-être et garantissent la qualité à long terme. Devons-nous publier un code de conduite à signer par tous les collaborateurs? Un code signé clarifie les obligations et affirme l'engagement collectif. Répondrons-nous rapidement et équitablement aux violations de comportement? Des réponses rapides et équitables préservent l'intégrité et protègent les participants. Devons-nous veiller à ce que les récompenses et la reconnaissance soient distribuées de manière équitable? Une reconnaissance équitable encourage la contribution continue et équité. Utiliserons-nous des phrases concises et formelles pour aider les apprenants d'anglais à suivre notre processus? Des phrases courtes et formelles aident les apprenants à analyser clairement la structure et le vocabulaire. Devons-nous donner l'exemple d'un désaccord respectueux dans les discussions publiques pour des raisons de valeur éducative? Modéliser un désaccord respectueux enseigne la gestion des conflits et la pensée critique. Allons-nous nous engager à améliorer en permanence nos normes de collaboration? L'amélioration continue adapte le processus à l'expérience réelle et aux besoins des parties prenantes. Devons-nous fournir des points de contact clairs pour l'escalade et le soutien? Des contacts clairs permettent une assistance rapide et empêchent toute mauvaise gestion des escalades. Est-ce que nous allons documenter et partager les réussites pour inspirer les autres équipes? Le partage des réussites diffuse les meilleures pratiques et célèbre les réalisations de la communauté. Devons-nous aligner notre processus sur des valeurs institutionnelles ou communautaires plus larges? L'alignement renforce la légitimité et soutient une action coordonnée. Serons-nous transparents quant aux limites et aux incertitudes de nos plans? La transparence en matière de limites permet de créer des attentes réalistes et de créer de la confiance. Devons-nous encourager la participation de la communauté tout en protégeant les apprenants contre tout danger? Équilibre entre ouverture et protection maximise l'engagement et la sécurité. Allons-nous revoir et réviser l'accord périodiquement en fonction des commentaires? La révision périodique garantit la pertinence et la réactivité face à évolution des besoins. Devons-nous mettre l'accent sur le respect mutuel comme fondement de toutes les décisions? Le respect mutuel ancre la collaboration et permet des progrès constructifs. Je défendrai ces principes, favoriserai un processus respectueux, et veillerai à ce que notre travail reste éthique, inclusif et efficace.